Bonjour, bienvenue à la Minute Info MLT Avocat. Aujourd'hui, nous continuons un petit peu dans nos capsules telles qu'annoncées précédemment. Nous allons vous parler aujourd'hui de la notion de clause de non-concurrence, en fait, que certainement, peut-être déjà comme employé, vous avez lu dans un contrat ou même dans le cadre de relations d'affaires. Vous avez certainement déjà avoir eu soit à discuter de la clause de non-concurrence ou vous posez la question de savoir s'il serait pertinent de l'inclure dans un contrat ou pas du tout. Alors, aujourd'hui, on parlera tout simplement des critères, en fait. Quels sont les critères qui vont être évalués afin de déterminer si une clause de non-concurrence incluse dans un contrat de travail ou alors dans un contrat de partenariat, de service, etc., serait valide. Il y a 4 grands critères ici que les tribunaux vont regarder. Le premier critère est celui de l'écrit. Il faut absolument que la clause de non-concurrence soit écrite. Une clause de non-concurrence ne peut pas être verbale. Ça prend un écrit pour que la clause de non-concurrence puisse être opposable à la personne qui est liée par cette clause-là. Ensuite, on va regarder est-ce qu'il y a eu une durée qui a été déterminée dans la clause de non-concurrence. Pour combien de temps est-ce que vous imposez à la personne une restriction quant à l'exercice ou l'exploitation d'une activité quelconque? Pourquoi? Parce que on ne voudrait quand même pas que vous puissiez délimiter quelqu'un à exploiter une activité d'entreprise de manière indéterminée. Donc, ça prend une durée. Est-ce pour 1 an, pour 2 ans, que vous limitez cette personne qui, dans le temps, a travaillé pour vous comme salarié ou alors qui a exploité une activité avec vous au moment où votre relation, que ce soit d'affaires ou d'emploi avec cette personne-là prendrait fin, que cette personne puisse soit donner à une entreprise concurrente ou mettre à contribution ses compétences acquises auprès de vous au sein d'une entreprise concurrente. Donc, on va regarder la durée. Est-ce qu'on va le limiter pour 1 année, pour 2 ans ou pour 3 ans? Les tribunaux n'ont pas établi une durée qui serait dite maximale. Donc, on va prendre toujours en considération certains facteurs qui permettent de pouvoir établir est-ce que la durée qui est indiquée dans cette clause de non-concurrence-ci serait valable. Donc, on ne peut pas tout simplement dire généralement, c'est 1 an qu'on va établir ou c'est 12 mois. Donc, des éléments quand même sont pris en considération. Le 3e critère ici, c'est le critère du territoire. Donc, quel est le territoire dans lequel la personne qui est liée par la clause de non-concurrence ici ne devrait pas du tout exercer l'activité une fois qu'elle aura quitté l'entreprise. Ou une fois que votre relation d'affaires aura été rompue, est-ce que cette personne-là est limitée seulement dans le territoire où vous exercez ou est-ce que vous le limitez dans un territoire un petit peu plus large? Je vais prendre par exemple l'exemple. Je vais parler ici d'une entreprise qui exploiterait, supposons, j'ai envie de prendre le milieu de la restauration à Laval, et puis l'exploitant a quand même développé un certain savoir-faire quant à son activité, et il a soit un partenaire ou un salarié à qui il a quand même appris beaucoup de choses en ce qui concerne l'exploitation de son activité, ce qui fait sa particularité. Et puis cet employé ou ce partenaire-là quitte le navire et va ouvrir un restaurant juste à côté. Donc, pour limiter ce genre de situation, afin de venir également protéger sa clientèle, on va quand même interdire à l'individu qui est lié par la clause de non-concurrence ici, celui qui est obligé, je veux dire par la clause de non-concurrence, de ne pas du tout travailler pour une entreprise concurrente dans la ville de Laval, pour rester dans mon exemple. Mais si l'entreprise offre des services à Montréal, à Québec, il arrive bien entendu qu'on puisse limiter l'activité de la personne liée par la clause de non-concurrence à la province de Québec. Il y a même eu des situations où on a pu étendre l'interdiction à tout le Canada et même voir à un pays spécifique à l'international. Donc, les critères, en fait, ici vont différer. Ce qu'on va évaluer pour établir si ce critère de territoire répond quand même aux intérêts, à la protection des intérêts de l'entreprise, on va vraiment évaluer à qu'est-ce que l'entreprise est véritablement protégée ici. Est-ce que sa protection est beaucoup trop étendue? On s'entend un restaurant, par exemple, qui livre à manger aux personnes qui sont à Montréal, ça pourrait être
abusif, ça pourrait être jugé beaucoup trop étendu, que le restaurateur, l'entrepreneur ici interdise à son salarié de pouvoir travailler pour un restaurant similaire dans la ville de Québec ou bien dans tout le Québec. Donc, bien entendu, des éléments sont pris en considération. Et ces éléments qui sont pris en considération peuvent différer d'une entité à une autre. Donc, rien n'est coulé dans le béton, mais ces 4 critères-là, de manière générale, vont toujours être évalués. Le 4e critère que je vais vous introduire maintenant, bien entendu, c'est le critère de l'activité. C'est l'activité, en fait, ici, qu'on veut interdire. On s'entend que si une personne, par exemple, travaille, j'en veux dire, dans le milieu de la restauration, on ne pourrait pas, dans l'interdiction, ça pourrait être jugé abusif de lui interdire de pouvoir donner des formations culinaires. Si, par exemple, l'entreprise pour laquelle l'individu travaille n'offre pas ces formations culinaires-là. Parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, bien entendu, qu'il y a 2 libertés quand même ici, hein, qui se chevauchent l'une et l'autre. On a quand même le droit à la liberté de la concurrence, etc. Mais d'un autre côté, on a la liberté de gagner sa vie. Donc, bien que je fasse, par exemple, le nécessaire afin de pouvoir protéger mon activité, puis de m'assurer que les personnes à qui je livre, je donne de manière volontaire mon savoir-faire et mon savoir-être pour l'exploitation de mon activité ne me fassent pas concurrence, je ne veux pas non plus les empêcher de pouvoir gagner leur vie. Donc, il y a ces éléments-là quand même qu'on va prendre en considération. Maintenant, il arrive que des individus, dans le cadre de partenariats, décident en fait de mettre par écrit une clause de non-concurrence vraiment au cours de l'exécution de leur contrat. Ça arrive également que vous puissiez, dans le cadre d'une relation employeur-employé, que l'employeur vous dise qu'il va inclure la clause de non-concurrence au cours de votre contrat de travail. Ça n'a pas été négocié au départ, ça n'est pas du tout inscrit dans le contrat initial, mais c'est en cours de route qu'il se rend compte, écoute, je lui donne quand même accès à certaines informations, etc. Je ne suis pas en train de parler de confidentialité ici, je suis en train de parler de protéger mes activités d'entreprise. Alors, dans ce cadre-là, ce qu'il me faudrait, ce serait quand même ici de pouvoir limiter la concurrence que mon employeur pourrait me faire. Je vais donc rédiger une clause de non-concurrence. Mais c'est en cours de contrat. Et il y a quand même des éléments qui vont être pris en considération. Outre ces critères-là, on s'entend ici, il y a quand même une modification substantielle de son contrat de travail. Cette information n'était pas au départ, elle vient modifier quand même de manière substantielle, de manière drastique, j'ai envie de dire, votre contrat de travail. On est parti d'une liberté de pouvoir travailler chez n'importe quel concurrent une fois qu'on est plus dans cette entreprise-là, à une interdiction de pouvoir agir ainsi. Donc, dans ces situations, parfois, les parties vont négocier la possibilité de pouvoir se verser une indemnité. Oui. Le contrat est modifié. Alors, il y a une indemnité qui se discute. On va se verser une forme d'indemnité pour venir compenser la limitation à l'exercice d'une activité pour un concurrent ou même à son propre compte. Cependant, en vertu de l'article 68 de la loi de l'impôt, ce qu'on retient au niveau fiscal, c'est que l'indemnité qui est versée quand même est imposable. Donc, il y a des éléments, parfois dans la rédaction, etc., la manière dont on va rédiger cette clause-là particulièrement pour limiter l'impact. On parle de limiter l'impact fiscal, mais il faut savoir une chose. Ce que vous avez rédigé dans votre contrat, l'Agence de revenus du Canada ou du Québec n'est pas lié par la répartition qui a été faite par les parties dans le contrat. Une indemnité demeure une indemnité pour l'Agence de revenus du Québec ou du Canada, donc par conséquent, oui, il faudrait payer de l'impôt dessus. En plus, on peut même, au niveau de l'Agence de revenus du Québec ou de l'Agence de revenus du Canada, décider que le revenu, même si l'indemnité n'est pas versée tout de suite, qu'elle est réputée avoir été versée, et puis le salarié, dans le cadre ici d'un contrat d'emploi, pourrait devoir payer de l'impôt sur cette partie-là, qui ne lui sera bien entendu versée que plus tard. Donc, peut-être que vous êtes dans des situations pareilles et puis vous vous posez des questions quant à l'évaluation de la clause de non-concurrence. Peut-être même que vous l'avez dans un contrat précis et la question que vous êtes en train de vous poser est bien celle de savoir si l'employeur a droit de pouvoir vous opposer cette clause de non-concurrence-là. On regarde, bien entendu, les critères. Est-ce que ces critères-là sont remplis? Est-ce qu'ils ne sont pas excessifs? Parce que si une clause de non-concurrence est excessive, elle ne va pas du tout être opposable à la partie qui s'est obligée par l'effet de cette clause-là.
Également, il va arriver que votre employeur, je parle vraiment dans le cadre d'un contrat de travail plus précisément ici, l'employeur vous a congédié pour des motifs qui ne sont pas justes et suffisants. Alors, le motif du congédiement serait injustifié. Dans ce cas-là, la question se pose toujours, est-ce que la clause de non-concurrence qu'il y a dans mon contrat me sera opposable? Dans des cas comme ceux-là, on dit que pour des congédiements qui sont injustifiés, la clause de non-concurrence ne serait pas du tout opposable à l'individu. Maintenant, il peut également arriver que vous ayez démissionné. On va dire principalement là, la démission, la clause de non-concurrence, vous êtes opposable, c'est votre décision. La démission, c'est une décision unilatérale du salarié. Et là, vous êtes opposable, sauf si l'employeur vous a poussé à démissionner. Donc, c'est également des situations qu'il faut analyser. Il ne faut pas se dire, oh ben, je pense que l'employeur, il m'a congédié de manière abusive, donc forcément, cette clause qui est dans mon contrat ne s'applique pas en tout temps. Afin de pouvoir avoir l'heure juste sur les clauses que vous signez, faites-les lire par un professionnel et quand vient un litige, avant de pouvoir dire que cette clause-là ne s'appliquerait pas à vous, faites également évaluer la situation par un professionnel afin d'avoir l'information complète. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à la clause de non-concurrence, suivez nos différents écrits à ce sujet, lisez, nos différents écrits à ce sujet sur nos réseaux sociaux et continuez à nous suivre comme vous le faites. Ça nous fait plaisir de participer, de contribuer à la divulgation de l'information. C'était Mireille Nana pour la Minute Info d'MLT.